Bienvenue à toutes les participantes et à tous les participants. Mon nom est Nathalie Boivin. Je suis agente de communication et de mobilisation des connaissances pour la Société Santé en français et il me fera plaisir d'être l'animatrice de ce webinaire présenté aujourd'hui sous le titre « Immigrants et santé, où en sont les francophones ». Ce webinaire fait partie de la série Découvertes. La Société Santé en français offre deux types de webinaires. Un qui porte sur la série Découvertes, qui permet de se familiariser avec certaines initiatives. Et un autre type de webinaire porte sur le développement professionnel et, comme son nom l'indique, permet d'améliorer nos compétences en tant que professionnels et intervenants. Donc, tout d'abord, un bref survol de la Société Santé en français, qui est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada, grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur langue. Donc, les objectifs des webinaires sont au nombre de 3. Le premier consiste à offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Le deuxième, à faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et finalement, favoriser les interactions entre les producteurs et utilisateurs de données. Donc aujourd'hui, la présentation ou le webinaire se déroulera en 2 temps. D'abord, il y aura présentation par notre conférencier, M. Benjamin Stoll, et par la suite, il y aura une période de questions, de commentaires et d'échanges à laquelle nous sommes tous conviés à participer et à interagir. Donc, immigrants et santé, où en sont les francophones? Donc, peut-être pour vous donner d'abord un bref descriptif de la présentation d'aujourd'hui. On dit que depuis les années 1990, les communautés francophones en situation minoritaire ont de plus en plus considéré l'immigration comme un moyen de combattre le déclin démographique par l'entremise de l'accueil, de l'intégration, de la rétention des immigrants francophones. Cette stratégie est soutenue par le gouvernement fédéral qui a alloué du financement aux communautés francophones en situation minoritaire à cette fin. Cependant, pour réussir à retenir les immigrants francophones de ces communautés francophones en situation minoritaire, les communautés doivent offrir un continuum de services à travers divers secteurs au-delà des services d'établissement seulement. La recherche sur les expériences et les besoins des immigrants francophones dans ces secteurs demeure limitée. Et c'est le cas pour la santé. La présentation d'aujourd'hui portera donc sur l'étude menée sur la santé des immigrants francophones en Colombie-Britannique par Benjamin Stoll. La recherche a été effectuée en collaboration avec Nick Poulos, mais la présentation sera offerte aujourd'hui par M. Benjamin Stoll, qu'on voit présentement photographié à l'écran. Et aussi, vous pouvez voir la capture d'écran au coin. Mais pour présenter notre conférencier, donc M. Stoll, Benjamin, après avoir parcouru plus de 12 000 km à vélo entre la France et la Chine pour documenter la vision du futur des jeunes, Benjamin Stoll a développé une expertise dans l'animation et la gestion des réseaux communautaires. Riche de plus de 15 ans d'expérience dans les projets internationaux de communication et en économie sociale, il s'est joint à l'équipe du réseau Santé Colombie-Britannique en 2015. Originaire de la Bretagne, il s'est installé avec sa femme à Vancouver il y a 5 ans, où il s'implique sans relâche à la cause des francophones en matière d'accès aux soins de santé en français. Parmi les projets notables ayant amené à conduire cette étude sur la santé des immigrants, on peut souligner École en santé et la Caravane santé, qui ont permis la création d'ateliers sur la santé mentale et la nutrition auprès des jeunes. Alors, c'était la présentation de notre conférencier. Maintenant,
Je vais céder l'écran et la parole, bien entendu, à notre conférencier, M. Benjamin Stoll. Mais avant de procéder, je vais simplement vous dire que si tout au long de la présentation, vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à utiliser votre boîte pour converser avec nous et nous pourrons adresser ou transmettre vos questions à notre conférencier une fois la présentation terminée. Alors, Monsieur Stoll, à vous. Merci Nathalie. Alors oui, partage mon écran. Voilà, ça m'a fait bien plaisir quand on m'a demandé de présenter cette étude. On est très fiers de ce projet-là. Ça m'a fait sourire de revoir cette photo de mon épouse et moi sur notre vélo en arrivant à la place Tiananmen en Chine, parce que maintenant que je suis de l'autre côté du Pacifique et que je vois énormément de personnes d'origine de Chine, je me dis que le monde est plus petit qu'on l'imagine. Cette étude a eu pour commencement la réalité de notre province. On est une province avec énormément d'immigration et on s'est aperçu au fur et à mesure du temps que les demandes auprès de notre réseau étaient vraiment liées à ces enjeux de l'immigration. Donc, on a choisi, avec l'Agence de santé publique, de mener une étude sur la santé des nouveaux arrivants pour arriver à mieux comprendre et à mieux répondre surtout à leurs besoins. Cette étude a été menée par Nicolas Poulos, qui est diplômé de Simon Fraser University et qui a fait un excellent travail durant ces plusieurs mois d'études. Et le réseau, justement, a collaboré avec lui, notamment au niveau de ses contacts et de la relation à la communauté. Il faut bien comprendre que l'enjeu de la santé des immigrants est quelque chose qui n'est pas vraiment traité. La littérature aujourd'hui nous démontre juste que les immigrants arrivent en meilleure santé et qu'après quelques temps, dû à des facteurs socio-économiques, leur santé décline. Au niveau de la nutrition, ils s'alimentent différemment. Au niveau du climat, ils ont parfois des changements climatiques importants. En tant que Breton, la Colombie-Britannique me convient étant donné mon habitude par rapport à la pluie. Une personne qui arrive de l'Afrique de l'Ouest ou d'Asie va peut-être avoir des carences en vitamine D. C'est des choses qui ne vont pas forcément déceler dans les premiers temps de leur arrivée, puisqu'ils seront concentrés sur d'autres enjeux, qui sont notamment l'emploi et le logement. Donc, les causes qu'on a essayé de trouver au fur et à mesure de cette étude-là nous permettent ensuite de mettre en place des correctifs et des programmes pour les aider. Ce qui a été aussi identifié par la littérature, c'est les enjeux liés à la langue. La langue est un facteur d'accès, comme beaucoup d'entre vous le savent. Et on s'est dit qu'avec des données probantes plus solides et plus étayées, on aurait une possibilité d'aller convaincre notamment les régies de santé d'aider les francophones. Voilà. L'étude s'est concentrée sur trois approches pour essayer de cerner au mieux les enjeux des immigrants. On a tout d'abord commencé par un sondage en ligne qui nous permettait au niveau provincial d'avoir la meilleure représentativité possible. Ça a été quelque chose qui n'était pas évident à mettre en place, étant donné que les immigrants ne sont pas forcément connectés aux canaux qu'on utilise pour communiquer avec les francophones. Et donc, on a joué de tout notre réseau justement pour aller contacter ces personnes qui ne sont pas forcément équipées pour répondre en ligne. Le sondage en ligne était un moyen pour nous d'essayer de toucher le maximum de personnes à travers la province, mais on s'est aperçu d'un biais, c'est que justement, on ne touchait pas les personnes qui étaient pas à l'aise avec les éléments technologiques, d'où l'énorme importance des immigrants qui sont arrivés depuis quelques années, qui ont pu aider certains nouveaux ou des personnes analphabètes de répondre à ces enjeux. Il faut bien comprendre que le sondage de 50 questions, c'est un sondage qui est relativement conséquent, mais qui nous a permis d'avoir un grand nombre de réponses. Sur les 118 réponses reçues, 94 étaient complètes parce que certains ont abandonné en cours de route, mais on a quand même exploité les parties de questionnaires qui étaient complétées.
L'autre approche qu'on a eue, c'était des entrevues avec les agents d'établissement qui sont en contact direct avec les immigrants, qui voient leurs enjeux complets en termes, comme je disais tout à l'heure, de logement, d'emploi, de connexion à la communauté. Il faut savoir que ces gens-là ont un métier qui est vraiment pas évident, puisqu'ils traitent des immigrants aussi bien réfugiés que immigrants économiques, que regroupement familial. C'est des situations qui sont très distinctes les unes des autres. Et c'est pour ça qu'on s'est concentré avec eux sur des entrevues très poussées pour aller chercher justement la dimension qualitative de ce qu'on avait découvert dans le sondage. Et ensuite, on a eu un groupe de discussion, un focus group, avec d'autres intervenants, notamment la dimension communautaire. Donc, ça a permis d'avoir une vraie approche 360 des enjeux des immigrés ici et les toucher de toutes les manières possibles, en fait. Qu'est-ce qu'on a découvert? Alors, c'est très intéressant. Moi, j'ai trouvé ça formidable d'avoir des données probantes un peu plus récentes, un peu plus explicites aussi. On s'est aussi basé principalement sur Statistique Canada, le rapport de 2017. Et on s'est aperçu que les immigrants francophones sont principalement d'origine européenne pour la zone de Colombie-Britannique, ensuite d'Afrique, d'Asie, pardon, ensuite d'Afrique et enfin d'Amérique. Je voulais aussi, dans un second temps, vous allez voir un peu plus de femmes dans notre portrait démographique, mais aussi dans le portrait de notre échantillon. Vous allez voir que ce sont principalement des femmes qui ont répondu. Donc, je trouve ça formidable d'avoir des femmes engagées pour leur santé. Sur le portrait démographique de nos immigrants, on s'aperçoit que les immigrants francophones sont un peu plus jeunes que les non-immigrants francophones de Colombie-Britannique, dû principalement aux enjeux économiques et aux facteurs de l'immigration choisie au Canada, qui facilitent l'installation et l'immigration de personnes qualifiées à valeur ajoutée pour la province et pour le pays. L'autre aspect aussi de l'immigration, c'est le regroupement familial. Donc, c'est souvent une des deux personnes dans le couple qui trouve un emploi et l'autre va le suivre. Donc, selon l'âge de la personne dans sa vie active, souvent le conjoint est relativement jeune, d'où une majorité de gens entre 35 et 54 ans. Et vous allez voir dans notre échantillon, ce qui est intéressant, c'est comme je vous disais, une majorité de femmes ont répondu, mais aussi une majorité de jeunes. Voilà. On voit que la tranche 20-34 ans et 35-54 ans est majoritaire. Là encore, je voulais souligner qu'il y a eu un biais, notamment, comme je l'expliquais à la base, par le moyen de diffusion de ce sondage en ligne. Les régions d'origine, les gens qu'on touche par nos réseaux sociaux sont principalement européens. On a eu la chance, comme vous le voyez, d'avoir une surreprésentation au niveau des personnes d'origine africaine. Et ça, c'est grâce à nos réseaux avec les agents d'établissement. Et je tiens encore à remercier le programme d'immigration francophone et tous nos partenaires communautaires qui ont permis de toucher ces gens-là. Les statuts d'immigration sont des choses importantes dans la partie établissement, selon qu'on arrive en résidence permanente, en tant que réfugié ou en tant que travailleur temporaire. L'intérêt qu'on a pour la santé est quand même très variable. La santé n'arrive absolument pas en première position. C'est souvent une fois qu'on a trouvé son logement, son emploi, qu'on commence avec sa santé qui se dégrade, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie à s'établir, qu'on commence à se préoccuper de sa santé. Les seules personnes qui ont la santé au sommet de leur priorité sont les personnes qui ont des enjeux de santé dès leur arrivée. Je pense notamment aux maladies chroniques ou personnes diabétiques, par exemple, qui vont avoir, avant même d'arriver en Colombie-Britannique, un intérêt pour savoir comment elles vont réussir à rester en santé. Pour la majorité des gens, la santé n'est pas la priorité. On s'aperçoit donc de cette différence entre notre échantillon et le portrait démographique, où il y a une surreprésentation des groupes européens et africains.
et surtout des réponses faites par les femmes. Donc là encore, j'incite les personnes s'identifiant comme hommes à plus répondre, et je remercie encore les femmes de partager et de faire vivre beaucoup de choses dans notre communauté. Au niveau de l'éducation, c'était intéressant de voir une majorité de personnes diplômées avec un diplôme universitaire. Là encore, le chercheur et moi-même avons identifié ce biais par la façon dont on diffusait le sondage, d'où l'importance d'avoir eu ces entretiens et ces entrevues avec les agents d'établissement et les organismes communautaires pour pallier justement aux personnes qui, par exemple, n'avaient pas la possibilité de comprendre les questions à l'écrit, mais qui pouvaient tout à fait les comprendre à l'oral, parce que le français est leur langue première ou leur langue d'usage. Donc, vous voyez que le français en principale langue officielle parlée est la majorité, 12% de personnes bilingues, et d'autres personnes dont l'anglais était la première langue, mais qui maîtrisaient suffisamment le français euh, de leur pays d'origine francophone. Les régions d'habitation, vous voyez que ce qu'on appelle le Lower Mainland, c'est le Grand Vancouver, représente la majeure partie des répondants. En effet, on a constaté, et ça a corroboré aussi d'autres enjeux qu'on avait, d'autres réalités qu'on avait constatées, que le lieu d'arrivée est Vancouver pour des raisons principalement économiques. Et ensuite, les gens essaient de se trouver un logement, et du coup, s'apercevant des prix exorbitants de Vancouver, vont s'installer en région métropolitaine ou ailleurs en Colombie-Britannique. Donc, ça reflète exactement notre réalité. Le temps passé en Colombie-Britannique, majoritairement entre 1 et 4 ans, c'était exactement notre cible de ce qu'on voulait savoir. Effectivement, on voit que dans les 18 premiers mois de l'arrivée d'un immigrant, sa santé décline. Donc, notre concentration sur les 1 à 4 ans était vraiment importante. L'état de santé général, de manière générale, les immigrants arrivent en bonne santé, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est de l'autodéclaratif, c'est-à-dire qu'une personne s'estime être en bonne santé, même s'il n'a pas le temps de s'en préoccuper, même s'il n'a pas le temps de suivre sa médication particulièrement. Mais on est parti de cette autodéclaration de façon à pouvoir estimer dans une autodéclaration ultérieure si la personne sentait qu'il y avait une évolution de sa santé. Quand on dit évolution, c'est principalement la consultation de plus de professionnels de santé, ou le fait de prendre plus de médicaments, ou de plus de compléments alimentaires, par exemple. Notamment, on prend les personnes déficientes en vitamine D qui s'aperçoivent qu'au cours de l'hiver, elles ont une fatigue plus importante, un état limite dépressif, sans être une maladie, sans être identifiée comme la dépression, mais elles ont cet enjeu-là, et les professionnels de santé identifient ça par une carence en vitamine D. Donc voilà, elles ont un petit supplément à prendre durant l'hiver pour combler le manque de soleil, parce que je ne vous l'apprends pas, chez nous, le ciel est souvent couvert. Les enjeux liés à la mauvaise santé sont principalement dus à des facteurs de stress qui sont les finances personnelles, le manque de temps pour arriver à gérer tous ces enjeux d'immigration, et les responsabilités personnelles. Comme j'ai dit tout à l'heure, les personnes qui ont un emploi en arrivant ne vont pas toujours avoir le temps de se satisfaire aux exigences de ces nouveaux emplois dans une autre culture, et souvent dans une autre langue pour eux, et donc vont délaisser ou pas avoir le temps de se préoccuper déjà de leur santé personnelle, mais aussi de leur famille. Et du coup, c'est là où on s'aperçoit que le manque de temps, les responsabilités personnelles sont vraiment des facteurs de stress. Et on pense notamment aux familles qui arrivent avec des enfants qui sont dans un milieu scolaire différent, qui sont dans une autre réalité. Donc, les facteurs identifiés sont ceux-là. L'autre chose aussi, très rapidement, les francophones qui arrivent ici se rendent compte que la Colombie-Britannique n'est pas une province bilingue, que les langues officielles ne sont pas une réalité quotidienne, et que le nombre de professionnels disponibles en français n'est pas aussi important que ce qu'ils imaginaient.
d'où des stress qui sont générés par rapport au système de santé qui ne peut pas forcément les servir dans leur vie. Au niveau de la santé mentale, c'est quelque chose qui était très important pour nous d'étudier, puisque la santé mentale impacte la santé physique et surtout impacte le cercle dans lequel va évoluer l'immigrant. Donc, c'est très important que la personne ne soit pas isolée, qu'elle ait un soutien de sa communauté sur des bases qui sont parfois ethnoculturelles ou très communautaires avec des critères assez particuliers. Je pense notamment aux communautés religieuses d'Afrique de l'Est et de l'Ouest qui ont la chance de pouvoir accueillir des nouveaux arrivants et vraiment les soutenir dans dans l'intégration. On s'aperçoit qu'il y a des réalités très liées à l'origine géographique des gens et leur classe sociale. Et donc, il y a des regroupements qui se font comme ça. Assez peu de mixité, malheureusement, en termes euh, d'immigration. Les Européens sont souvent avec les Européens, les Africains souvent avec les Africains, les Asiatiques souvent avec les Asiatiques, pour la simple et bonne raison que, arrivant dans un milieu qui est très différent, les personnes essaient de retrouver des choses qui sont proches de leur pratique ou de leur culture d'origine, de façon à au moins stabiliser cet aspect-là et diminuer le stress lié à cela. L'autre enjeu d'avoir un bon réseau communautaire, c'est de trouver rapidement un emploi. Et donc ça diminue les facteurs de stress et ça permet de garder une bonne santé mentale. La satisfaction envers les services existants, comme je le disais, il y a une faible satisfaction aujourd'hui qui existe, mais les personnes n'ont pas forcément les outils pour trouver l'ensemble des services existants. Et donc ça revient aussi à la connexion par rapport à la communauté. Comme vous le voyez sur ce tableau, la plupart des gens sont quand même relativement satisfaits par les services disponibles en anglais, de par leur multiplicité et la couverture des sujets qu'elles traitent. Quand on prend de l'autre côté, la satisfaction pour les services à l'accès en français est relativement bonne aussi, à 43,5%. Donc ça veut quand même dire, il faut bien interpréter ces résultats, que les personnes qui ont trouvé des professionnels qui parlent français sont satisfaits. Les personnes qui ont trouvé des services, de manière générale, sont satisfaits. Mais ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Et les personnes qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un niveau d'éducation universitaire sont pour la plupart suffisamment à l'aise en anglais pour aller trouver des services à leur niveau ou même trouver des interprètes qui peuvent les aider pour des situations plus complexes. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une frange de cette population d'immigrés qui est, je pense, pas assez bien servie. Et c'est toutes ces personnes qui ne maîtrisent pas suffisamment l'anglais ou qui n'ont pas accès à des connexions dans la communauté francophone pour accéder à des services. Donc, c'est pour ça que vous allez voir par la suite qu'on a mis en place des mesures importantes. L'autre chose aussi, on s'aperçoit qu'il y a une vraie défiance de la part des immigrés par rapport au système de santé, de par leur culture d'origine. Quand je dis culture, c'est vraiment les aspects géographiques et ethniques que la personne vivait. Je prends par exemple le temps de consultation aujourd'hui en Colombie-Britannique est entre 5 et 7 minutes et un médecin généraliste va traiter un problème. Dans d'autres pays, qu'ils soient européens ou africains, le médecin généraliste va être aussi là pour écouter la personne parler, comprendre un peu son historique et passer un peu plus de temps avec elle. Donc ça, on s'aperçoit que l'insatisfaction peut être due aussi à un autre procédé existant ici et du coup, la personne se heurte à un système qu'elle ne connaît pas forcément. Donc, elle a envie de parler pendant 20 minutes à son médecin de tous ses problèmes et de tous les enjeux de sa famille. Et le médecin lui dit, OK, vous voulez qu'on traite quoi aujourd'hui? On va commencer par un problème. Et ça, du coup, ça crée une certaine insatisfaction et une défiance vis-à-vis du système de santé. Au niveau de la connexion à la communauté francophone, c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris. Les immigrants ne sont pas forcément accompagnés à leur arrivée, de par leur nombre. Effectivement, il y a énormément d'immigrants qui arrivent et les services d'établissements francophones ne sont pas les plus équipés, on va dire, pour traiter des cas complexes comme les réfugiés et traiter en même temps des cas pas forcément plus complexes, mais qui demandent un peu de temps aussi, comme les migrants économiques qui ont besoin d'avoir une vraie
vraie leçon, une vraie éducation au niveau de la réalité des Canadiens en Colombie-Britannique, notamment au niveau du marché de l'emploi et de la culture générale. Il ne faut pas imaginer qu'un réfugié va être plus stressé qu'une personne d'un niveau universitaire. La personne universitaire va parfois se mettre beaucoup de pression pour réussir parce que dans son pays d'origine, son diplôme lui donnait accès à un emploi facilement et était reconnu. Et on s'aperçoit qu'en Colombie-Britannique, eh bien, effectivement, les formations sont différentes, qu'il y a tout un des enjeux d'ordre professionnel ou d'associations professionnelles qui mettent des barrières à l'entrée pour accéder à des emplois. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont leur santé qui se dégrade puisqu'ils ne mettent pas assez l'accent sur ça. Donc, c'est pour ça que l'importance de la connexion à la communauté francophone a été mesurée dans ce sondage de façon à voir comment on pouvait mieux aider ces francophones. La conclusion de ces entrevues et groupes de discussion, c'était que le manque de services en français devait être un axe de travail particulier. Il fallait trouver plus de services dans la langue officielle de son choix, avoir plus de professionnels qui soient capables de maîtriser cette langue-là réellement ou de trouver des services d'interprétariat qui soient disponibles plus facilement. Donc, c'est vraiment l'accès et le service qui ressortait de cette entrevue-là. Les personnes qui sont canadiennes, parce qu'il y a aussi cette immigration intra-Canada, étaient plus à l'aise parce qu'elles connaissaient déjà les enjeux de la culture. Quand je parlais tout à l'heure de la durée de consultation d'un médecin, c'est la même chose dans d'autres provinces et territoires. Donc, c'était important de le souligner ici. Et l'autre chose aussi, on parlait de la discrimination linguistique au niveau de la francophonie. Certains francophones viennent de pays avec certaines expressions, certains usages qui sont différents des francophones d'ici. Enfin, il y a une vraie diversité dans la francophonie. Et donc, on s'est aperçu que c'était aussi des enjeux de dialogue et de compréhension entre un professionnel qui estimait parler correctement français et entre un immigrant qui estimait devoir avoir des services en français. Donc voilà, c'était des choses là-dessus qui ont permis de déployer des programmes derrière pour aider les professionnels et expliquer un peu mieux aux immigrants comment ça fonctionnait ici. L'autre enjeu, c'est qu'il y a effectivement une déception que le Canada qui se prône un peu comme un pays bilingue en anglais et en français, à l'extérieur des frontières, n'est pas vraiment bilingue effectivement en Colombie-Britannique. Le manque d'informations, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi quels sont les canaux de communication qu'utilisent ces immigrants. L'enjeu des différences culturelles, on parlait d'ethnicité, je prends par exemple la nutrition. Les personnes d'Europe ou les personnes d'Afrique vont parfois développer des allergies et des intolérances à certains aliments ici parce que les produits qu'ils consomment dans leur pays d'origine sont d'autres qualités ou d'autres constitutions. Et par exemple, tout ce qui est processed food va leur causer aujourd'hui des enjeux liés à l'obésité ou développer du diabète de type 2, puisqu'ils vont consommer plus de ces produits-là qu'ils n'ont pas forcément dans leur pays d'origine, que ce soit européens ou africains d'ailleurs. Et on s'aperçoit qu'il y a des maladies chroniques qui se développent suite à ça. L'autre stress, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le coût de la vie. Et du coup, la santé descend dans les priorités. On reste quand même dans les trois priorités des francophones, mais ça, c'est un vrai enjeu. L'autre aspect, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, sont impliqués dans leur communauté francophone, il faut bien garder en tête que les gens qui sont parfois là depuis de nombreuses années et qui ne travaillent pas dans le secteur de l'accueil ou de l'établissement n'ont pas toujours en tête la diversité de la francophonie. Et ça peut poser parfois des enjeux culturels, tout simplement. De dire, mais enfin, tu n'as pas ta chemise carottée, je ne comprends pas, tu viens à un festival de musique québécoise. Et la personne dit, ben non, c'est un festival de musique francophone, donc je viens habillé comme j'ai envie. Et donc, on s'aperçoit que là, il y a des petites explications à mener de part et d'autre pour bien accueillir les immigrants et aussi bien faire comprendre aux immigrants que toutes les cultures francophones sont les bienvenues et on essaie de recréer une sauce francophone dans notre province qui représente un peu tout le monde. Quelles sont les solutions que nous ont apportées les intervenants? C'était vraiment important d'avoir cette discussion avec les agents d'établissement pour voir au quotidien qu'est-ce qui serait plus facile pour eux. On s'est aperçu que la dimension
visuel était très important. Vous voyez à l'écran, je vais vérifier que ça s'affiche correctement. On fait des infographies comme ça qui sont plus faciles à lire que des, des rapports de 50 pages sur les enjeux des immigrants. Et ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Quelqu'un même qui ne lit pas le français va être capable de comprendre des pictogrammes et comprendre qu'il y a certains enjeux. Et il va pouvoir être interpellé par ces enjeux visuels et va pouvoir discuter avec des personnes qui vont pouvoir lui expliquer de quoi il en retourne. L'autre chose, c'est d'être plus présent sur le terrain. Ça, c'est effectivement un manque de ressources dans une communauté où on ne peut pas être là tous les jours avec les immigrants. Et l'autre chose, c'est dans les recommandations qu'on a eues, c'était de faire plus d'intégration croisée. C'est-à-dire, voilà, un chercheur d'emploi doit avoir en tête qu'il doit se préoccuper de sa santé mentale et sa santé physique aussi, parce que chercher un emploi, c'est un vrai métier. Ça prend beaucoup de temps dans sa semaine. L'autre chose aussi, comme je disais, une adaptation ethnoculturelle avec des enjeux, comme je parlais de la vitamine D tout à l'heure, ou la nutrition. Donc, il faut qu'on on est tous porteurs de ces enjeux de santé, aussi bien les réseaux de santé que les organismes travaillant avec les immigrants, on fasse plus de lobbying auprès du système de santé pour avoir des solutions pour les francophones. Et je reviens dans la présentation. Voilà. Donc, j'ai juste, pour conclure, je vais balayer les recommandations qu'on a eues avec ce rapport-là. Ce rapport-là est disponible sur le site de réseausanté.ca, resosante.ca, et vous tapez juste immigrants ou dans la barre de recherche et vous trouverez le rapport complet, que je vais vous mettre en commentaire d'ailleurs si vous voulez. Ce qui est apparu justement, c'est qu'il fallait avoir une meilleure préoccupation de la population versus l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est on ne peut pas prendre la francophonie comme un tout. Il faut prendre l'individu francophone dans cette communauté et voir quels sont ses besoins propres. Et si ces besoins propres peuvent s'agglomérer avec d'autres individus, ça crée une masse qui permet de demander au système un meilleur service. Le genre aussi, on s'est aperçu que la communauté LGBTQ n'avait quasiment aucun service et aucune je dirais, reconnaissance ou compréhension de ces enjeux-là de la part de la communauté d'accueil francophone. Donc, ils sont allés chez les anglophones chercher des services. Donc, il faut qu'on développe plus d'outils à ce sujet-là, qu'on traduise plus de matériel pour ces personnes-là. L'autre enjeu qui est très important dans cette communauté-là, c'est toutes les maladies sur lesquelles ils n'ont pas de ressources et qui sont parfois des maladies tabous, sur lesquelles ils n'ont pas envie d'aller ouvertement demander à leurs voisins francophones et ils n'ont pas le vocabulaire ou les nuances pour demander à l'agent anglophone de les aider. Donc, c'est vraiment important d'avoir des bons outils et d'avoir les bons professionnels qui les aident. La culture d'origine, j'en ai parlé assez longuement. L'âge, on s'aperçoit que les jeunes francophones sont les plus à risque de développer des maladies ou d'avoir une santé qui décline, puisque leurs parents s'occupaient d'eux dans leur pays d'origine avec moins de stress, parce que souvent moins de stress. Je prends les réfugiés, ils sont en catégorie à part, mais on a des jeunes qui se retrouvent entre deux cultures et qui ne vont pas avoir d'accompagnement de la part du système de santé ou de la part d'intervenants en particulier pour arriver à naviguer dans le système de santé, arriver petit à petit à être plus autonome sur ces questions de santé. Et on retrouve à l'autre côté du spectre les aînés aussi qui rejoignent parfois leur famille ici et qui vont ne pas parler anglais et qui vont, eux, avoir des problèmes de santé qui vont aller croissant avec l'âge en termes de mobilité, en termes de nutrition, en termes de santé mentale. Et eux, dans le français qu'ils parlent, il y a besoin d'un vrai accompagnement à tous les jours. Voilà. La région d'habitation, que vous soyez en zone métropolitaine de Vancouver ou que vous soyez à Nelson ou Prince-Georges, vous n'avez pas le même service disponible. Je trouve que les régions rurales sont sous-équipées, d'où les enjeux de télésanté qu'on essaie de développer. Les activités communautaires, comme je disais tout à l'heure, sont très importantes de façon à ce qu'on crée un tissu solide au niveau de ces nouveaux arrivants et qu'on les intègre à des activités
où des personnes sont là depuis plus longtemps et peuvent leur donner justement des conseils pour mieux s'intégrer, pour gagner du temps dans leur recherche d'emploi et du coup réduire les enjeux de stress là-dessus. L'importance des partenariats, si vous êtes un organisme qui ne travaille pas forcément dans la santé, essayez de faire des collaborations avec vos réseaux santé dans vos régions et territoires, dans vos provinces et territoires. Très important de lier la petite enfance avec les aînés, avec la santé, avec les recherches d'emploi, avec les réseaux femmes, avec les enjeux économiques, d'avoir vraiment ce réseau très solide de façon à ce que l'immigrant se sente toujours soutenu par une communauté qui l'aide à s'établir. Et enfin, il ne faut pas oublier que chaque région dans laquelle on habite a un système de santé en place et c'est à nous tous de demander nos services en français, c'est à nous tous d'identifier les lacunes du système et de pointer du doigt ce qui va bien et ce qui va moins bien, de façon à ce que le système s'améliore et qu'on soit capable d'avoir un vrai service pour tous et que ce ne soit pas per capita qu'on puisse servir les gens. Si vous parlez mandarin et que vous faites partie d'une communauté minoritaire qui est plus importante qu'une autre, c'est bien que vous ayez des services dans votre langue grâce à l'interprétariat ou des personnes qui parlent votre langue, mais quand on est une communauté de langue officielle, qu'on parle français, qu'on arrive au Canada et qu'on souhaite avoir ces services en français, c'est important que le gouvernement, même si c'est une juridiction provinciale, prenne en compte cette réalité. Et je finirai avec un petit mot de lobbying, que les argents qui arrivent du fédéral soient un peu mieux alloués au programme et puissent mieux servir les francophones. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, je suis tout à fait ouvert à vous répondre. Vous verrez sur le site internet de Réseau Santé des infographies ou sur les réseaux sociaux, la page Facebook notamment, des infographies liées à l'immigration, liées à notre étude. L'étude est disponible en français et en anglais pour les personnes qui sont plus à l'aise de lire en anglais. C'est important pour nous d'être le plus inclusif possible. Un décideur unilingue anglophone qui a vraiment envie de nous aider au niveau d'une régie de santé, on se fait un plaisir de lui donner des ressources en anglais de façon à ce qu'il puisse mettre en place des choses pour nous aider. Et pour finir, voilà, je voulais juste dire qu'on a eu la chance d'avoir un beau projet qui est en train de se mettre en place avec l'Agence de santé publique sur la santé des jeunes immigrants francophones. Et on est en train de développer justement des outils pour les accompagner. Et ça fait suite à cette étude-là, entre autres. Donc ça, c'est un des plus gros projets qu'on est en train de mener, qui va débuter en novembre. Merci beaucoup pour votre attention et je suis ouvert à toute question. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup, Benjamin, pour cette présentation fort intéressante. Maintenant, vous pouvez utiliser la boîte de conversation au bas de l'écran, de votre écran, pour poser des questions. Ou vous pouvez aussi signaler votre intérêt à parler, et puis à ce moment-là, je pourrai libérer votre microphone si vous voulez poser vous-même votre question, mais il y a la possibilité aussi de la rédiger et je peux en faire la lecture. C'était une présentation très intéressante avec des sujets, des résultats qui vous ont peut-être surpris un peu. Je vois un commentaire de la part d'Ève Laframboise qui vous félicite, Benjamin. Vous avez elle indique que vous avez de belles infographies, en effet. Avez-vous déjà pensé à l'utilisation de ces données? Comment allez-vous mettre en place les recommandations pour voir des retombées? Alors, ces données ont été utilisées à de multiples reprises sur des événements communautaires notamment, pour sensibiliser les immigrants ou tout Canadien francophone vivant ici, des enjeux liés à l'immigration justement. Donc, c'est très facile d'avoir avec une petite infographie des interactions avec une personne qui passe à notre stand. Ça nous permet aussi d'aller voir des décideurs et on sait qu'ils n'ont pas le temps de lire tout un rapport, mais entre la conclusion, entre le sommaire exécutif et l'infographie, ça permet d'avoir un peu plus d'impact. Et comme je disais tout à l'heure, pointer du doigt que 47% des immigrants francophones ne sont pas suffisamment liés à la communauté francophone.
ça permet de faire bouger des organismes francophones dans notre communauté et pointer du doigt que 32% des personnes de Colombie-Britannique francophones ne sont pas nées au Canada. Ça permet de faire bouger aussi le système et les agents d'établissement anglophones sur l'importance du service en français. Donc voilà comment on utilise principalement ces données-là et comment on mesure les retombées. On les mesure à la participation à nos programmes qu'on met en place, où effectivement maintenant on a une segmentation par âge, origine, genre et voilà, on est assez précis sur les personnes qui participent. Merci beaucoup de la réponse et merci beaucoup de la question, Madame Leframboise. En attendant qu'il nous arrive une autre question, moi j'aurais le goût, Benjamin, de vous en poser une question, à savoir, qu'est-ce qui vous a le plus surpris parmi les résultats que vous avez recueillis? Alors, ce qui m'a le plus surpris, c'était deux choses. De constater que 32% des francophones n'étaient pas nés au Canada. Donc ça, c'était vraiment ça confortait mon intuition, mais ça m'a quand même relativement surpris. Et l'autre chose, c'est le fait que les francophones ne soient pas connectés à leur communauté. On est comment ça s'appelle, très actifs chez Réseau Santé pour aller auprès de nos parties prenantes, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient communautaires ou autres. Et ça m'a surpris que pratiquement la moitié des immigrants ne se sentent pas connectés à la francophonie et aux services offerts. Donc, c'est le travail qu'on mène avec tous les organismes communautaires d'aller vraiment servir le plus grand nombre. Et le fait que 47% ne se sentent pas connectés, ça m'a montré qu'il y avait quand même beaucoup de travail encore à faire avec ces immigrants. Je suis en train de chercher le lien. Voilà, j'ai trouvé le rapport complet que je vais vous mettre dans la barre de dialogue. Comme ça, vous pourrez le retrouver. Pour Voilà. pouvoir accéder à votre rapport. Voilà. Je dois dire que moi aussi, quand j'ai entendu, quand j'ai constaté là, que il y avait une perception d'un accueil à travailler chez de la part des communautés francophones, ça m'a surprise. Ça m'a surpris parce que les francophones ont tellement la réputation d'être très accueillants, très amicaux. Alors, ça veut dire que peut-être ça nous interpelle à dépasser le premier accueil qui peut être chaleureux et aller plus loin dans le développement ou l'établissement d'une relation, effectivement. Il y a des projets effectivement qui sont dans cet alignement-là. Effectivement, la communauté francophone est très accueillante de prime abord. C'est vraiment une vraie chance qu'on a dans cette communauté-là. Ce qui se passe par la suite, c'est que la personne va venir à un événement d'accueil et va se sentir entourée, voilà, et elle va être très heureuse, mais tout de suite après, elle va devenir quelqu'un de la communauté et elle ne va pas forcément être soutenue dans son établissement à moyen terme. Et c'est ce gap qui existe entre le court terme et le moyen terme qui fait qu'on se dit, ah bah en fait finalement, ils avaient été juste là pour me donner une brochure, pour me donner une information sur leur organisme pour dire qu'ils existaient, mais ils ne sont pas là pour m'accompagner au quotidien, forcément. Donc, selon les organismes dans lesquels on travaille, on a plus ou moins de ressources pour s'occuper des immigrants sur le long terme, moyen-long terme. Et on s'aperçoit que notamment les problèmes de santé n'arrivent pas au tout début, puisque les personnes sont encore en bonne santé. Mais c'est important pour nous d'être présents au début, dès leur arrivée, pour leur dire ça existe. Et surtout, à moyen terme, leur dire nous sommes toujours là pour vous aider. Et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de toujours garder un contact avec ces gens-là. C'est pour ça que j'incite vraiment les personnes qui ont la chance de pouvoir être connectées sur les réseaux sociaux, de rester en contact avec leurs organismes communautaires, de façon à avoir l'information régulièrement au niveau des services existants, au niveau des ressources disponibles, des professionnels qui sont là pour accepter de nouveaux patients, par exemple. Toujours rester connecté à sa communauté. D'autant que l'aspect de la santé mentale semble tellement important pour le maintien de la santé. Et vous avez d'ailleurs identifié de façon très importante tout l'aspect du facteur stress qui joue de façon très importante pour
vraiment nuire à la santé des nouveaux arrivants et encore plus chez les jeunes. C'est ce qu'on apprend. Donc, OK. Tout à Et fait. Je voulais juste ajouter, excuse-moi Nathalie, oui, allez. par rapport à la remarque de Dave, la façon dont on diffuse aussi ces données, si on est allé à Saskatoon présenter cette étude-là lors du Forum Santé du réseau Saskatchewan, et ça nous a permis aussi de voir leur réalité de l'immigration, et par rapport aux questions posées, on s'apercevait qu'il y avait d'autres enjeux qui ressortaient. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de pouvoir pas comparer, mais d'apporter une, un éclairage sur ce qui se passe dans une autre province. Donc, c'est important, je trouve, de pouvoir mettre en ligne euh, ces ressources-là, et que les gens puissent s'inspirer aussi des méthodologies, qu'on ne perde pas d'énergie à refaire quelque chose qui existe déjà, mais et qu'on réutilise ça et qu'on adapte à sa réalité. IRCC a partagé cette étude-là sur son infolettre, et ça a permis de diffuser ça dans tout le Canada. On a été très fiers justement qu'un ministère comme ça trouve intéressant cette étude-là. Je pense que la collaboration qu'on a faite avec l'Agence santé publique justement a donné de la crédibilité à la recherche, et le chercheur qui a mené, Nicolas Poulos, cette étude-là a vraiment fait un travail, je dirais, exceptionnel en termes de recherche d'informations, d'analyse de résultats. Donc, si vous avez un peu de temps, lisez à minima les 4 pages de conclusion de cette étude-là qui sont vraiment très intéressantes et qui pourront faire écho à vos réalités aussi dans vos provinces et territoires. Et puis justement, ben, vous ouvrez la porte à une question que j'avais le goût de lancer aux participants et participantes aujourd'hui, parce que vous avez partagé votre expérience avec des gens de la Saskatchewan qui ont réagi aux résultats que vous leur avez présentés. Mais si je demandais aujourd'hui, parmi les participantes et participants qui viennent d'un peu partout au Canada, on a des gens d'est en ouest qui sont à l'écoute. Comment est-ce que les données qui sont présentées par Benjamin Stoll aujourd'hui ont une résonance chez vous, ou est-ce que vous voyez des liens? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait le goût de partager un peu à ce niveau-là. Est-ce que les résultats présentés résonnent chez vous, et si oui, comment? Je ne vois pas de partage. S'il y a d'autres personnes qui seront intéressées par partager ou échanger, ou qui sont intéressées, je vous laisse mon contact aussi chez Réseau Santé. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a été contacté par l'ACFAS, par des chercheurs justement pour présenter l'étude. C'était il y a plusieurs mois maintenant, en début d'année. Et ça a été vraiment intéressant d'avoir aussi d'autres chercheurs qui sont sur d'autres thématiques d'éducation ou de santé qui s'intéressaient à l'immigration, et de voir les liens qui existaient avec leur recherche. Donc voilà, moi je suis tout à fait ouvert si vous avez d'autres questions dans le futur à vous répondre. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant, Benjamin. En attendant, au cas où que quelqu'un ait le goût de partager quelque chose, je vous dis qu'on tire bien, notre présentation d'aujourd'hui, notre webinaire tire bientôt à sa fin. Ne quittez pas tout de suite. Je vous invite vraiment, suite au webinaire, à vous rendre sur le lien que vous voyez à l'écran et qui vous sera partagé aussi pour aller compléter l'évaluation par rapport au webinaire. Et dans cette évaluation-là aussi, vous verrez qu'on vous demande des pistes pour pouvoir continuer à vous offrir des webinaires qui correspondent vraiment à des thématiques qui suscitent l'intérêt chez vous et qui contribuent à améliorer vos connaissances puis à partager les données probantes. Donc, je vous invite vraiment à compléter le formulaire et à nous le faire parvenir. De même, toute la série de webinaires qui ont eu lieu jusqu'à maintenant sont toujours disponibles
soit sur le portail Santé en français ou encore sur le site Internet de Société Santé en français. Et la présentation effectuée aujourd'hui par M. Stoll sera disponible dès la semaine prochaine sur le portail et sur le site Internet de la Société Santé en français. Donc, si vous voulez revisionner le webinaire ou encore le partager à des gens de votre entourage qui ont un intérêt pour la santé des nouveaux arrivants, des immigrants, n'hésitez pas à le faire. Alors, Monsieur Stoll, je veux définitivement prendre l'occasion encore de vous remercier chaudement pour votre présentation d'aujourd'hui. C'était très intéressant et je crois que définitivement, ça nous interpelle à plusieurs niveaux en tant que communauté d'accueil, mais en tant qu'intervenant de la santé aussi, à mieux accueillir les populations qui nous arrivent et encore plus la population francophone qui nous arrive. Donc, un grand merci pour votre contribution aujourd'hui et bon succès à votre projet qui débute sur la santé des jeunes immigrants francophones. Puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en avoir des nouvelles sous peu. Merci beaucoup, M. Stoll. Merci beaucoup pour l'invitation et puis encore merci pour cette occasion de diffuser cette étude-là. Je pense que le chercheur sera très heureux de savoir que son travail est mis en avant un peu partout au Canada. Merci. Au revoir. Au revoir à tout le monde et merci de votre participation aujourd'hui. À la prochaine. 13 novembre, prochain webinaire qui portera sur un design de services de santé en vue de mieux desservir la population aînée francophone. Alors, à la prochaine, 13 novembre. Merci, M. Stoll. Au revoir.